Merci, Monsieur le Président. Je note que votre vice-président est très en forme. Ça tombe bien, nous le sommes aussi. Chers collègues, dans cette Assemblée, les échanges autour de la contractualisation entre notre collectivité départementale et les communes du Finistère sont nombreux et ils sont riches. Est-ce une nouveauté? Non. Depuis que le département existe, que ce soit sous l'appellation Conseil général ou Conseil départemental, et que les communes sont ce qu'elles sont, les 54 conseillers ici présents ont débattu, débattent et débattront encore de cette contractualisation. Je pose la question suivante. Pourquoi une collectivité départementale contractualise-t-elle avec des collectivités du bloc communal? La réponse à cette question est peut-être un point de divergence entre nous et elle mérite réflexion. L'organisation territoriale de notre République a attribué à chaque échelon des compétences et des leviers d'action, certains pouvant lever d'impôts, d'autres non. Lorsqu'une collectivité porte un projet, elle le fait au nom des habitants du territoire sur lequel elle intervient. Mais elle contribue aussi, par des politiques de coopération et d'aménagement du territoire, à un ensemble plus vaste qui fait progresser des territoires bien au-delà de son périmètre d'action. Ainsi, les intercommunalités et les pays sont des échelles territoriales où se réfléchissent et s'aménagent les dynamiques de demain. Le département en est une également à échelle territoriale, tout comme les régions. Cela nous amène à nous interroger sur la différence entre un territoire d'élection et un territoire de rayonnement et d'action. La contractualisation entre une collectivité départementale et une collectivité du bloc communal répond à cette nécessité d'élargir l'échelle d'action et de rayonnement, afin de contribuer à un aménagement du territoire basé sur une vision commune et harmonisée. Sans cette coopération, nos infrastructures routières ne seraient qu'une juxtaposition de routes communales, et chaque commune chercherait à avoir sa propre médiathèque, sa propre piscine, son propre stade, sa propre école, son propre collège, son propre lycée, sa propre gare ou son propre EHPAD. Cette contractualisation ne doit jamais se limiter à additionner des projets sans cohérence, mais doit viser à donner un sens commun à la vision du Finistère. Dire cela, ce n'est pas remettre en cause la confiance envers les maires, c'est simplement appeler à une coopération collective dont le département peut et doit être l'organisateur. Alors, comment bâtir une bonne contractualisation? Selon nous, et cela repose sur 5 axes structurants, 3 de méthode, 2 de fond, une méthode simple, une relation de confiance réciproque, une instruction claire et transparente, voilà pour ce qui est de la méthode, et pour ce qui est du fond, une sélection cohérente avec des orientations départementales d'aménagement du territoire, impliquant une capacité de programmation et de projection collective, et une garantie permanente d'équité territoriale pour réduire autant que possible les inégalités existantes et assurer que le Finistère progresse de manière uniforme sur l'ensemble de son territoire. Alors, vous nous avez proposé dès 2021 le pacte Finistère 2030, succédant au contrat de territoire. Ce pacte répond-il à ce discours de la méthode que je viens de décrire et qui, je crois, fait globalement consensus? Une méthode simple, oui, nous le reconnaissons, la méthode du pacte Finistère 2030 est simple et accessible. 1 point sur 5. Une relation de confiance réciproque. Oui, faire confiance au maire est essentiel. 2 points sur 5. Une instruction claire et transparente. Non. Et vous l'admettez vous-même, puisque vous m'avez écrit en octobre dernier que les remontées étaient hétérogènes, donc ni claires ni harmonieuses, et que le recensement des projets n'intervenait qu'après des premiers échanges oraux non formels. Donc, toujours 2 points sur 5, Monsieur le Président. Une sélection cohérente basée sur des orientations départementales. Non. Quelles orientations sont prises pour que le pacte serve un projet départemental d'équilibrage territorial? Aucune. Toujours 2 points sur 5, Monsieur le Président. Une garantie permanente d'équité territoriale, en reprenant les coefficients de solidarité installés par le passé, oui. Les enveloppes budgétaires sont réparties de manière équitable. Allez, 3 points sur 5. Voilà l'évaluation que nous faisons du pacte, Monsieur le Président, 3 sur 5 au mieux. Alors j'entends déjà votre argument. Monsieur Faure, si vous évaluiez les contrats de territoire du mandat précédent, il n'y aurait pas beaucoup plus de points. Je vous livre un scoop. Oui, peut-être, probablement même. Mais le débat n'est pas là. Il ne s'agit pas de savoir qui a tort ou qui a raison aujourd'hui, qui avait tort ou qui avait raison par le passé, mais de comprendre comment avancer en responsabilité vers une véritable vision commune de cette politique de contractualisation. Concrètement, comment atteindre 5 sur 5. Je souligne au passage que ce pacte Finistère 2030 a également été nourri des débats au sein de cette Assemblée, notamment concernant votre oubli d'intégrer la subvention départementale d'investissement, la SDI, en début de mandat. J'en viens maintenant à votre contre-tribune. Premièrement,
Son contenu évoque un point très positif, selon moi. Les maires soulignent la présence du département à leur côté. Je considère cela comme un hommage aux nombreuses années précédentes qui ont permis la réalisation d'équipements en Finistère, et ce, bien avant votre arrivée à la présidence du département. Cette contre-tribune, elle évoque trois sujets: l'augmentation des subventions, la simplicité, l'équité et la transparence. Sur l'augmentation des subventions, il s'agit hélas d'une contre-vérité. Le pacte, volet 1, volet 2, n'augmente pas les crédits versés aux communes du Finistère, malgré les documents ou les affiches le suggérant. Vos propres documents, Monsieur le Président, du début de ce mandat, évoquent une moyenne annuelle de soutien du département dans les contrats de territoire 2015-2021 de 28 millions d'euros par an. 28 millions d'euros par an. Le pacte Finistère 2030 fait-il plus? Non, il fait au mieux autant. Et encore, cela dépendra de la capacité à réaliser ce qui a été projeté sur la première partie du mandat. Par exemple, à mi-mandat, comme nous sommes aujourd'hui, si l'on considère que les volets 1 et 2 cumulent 170 millions d'euros, 50 millions pour le volet 1, 120 pour le volet 2, nous devrions avoir consommé environ 50% de cette enveloppe, soit 85 millions d'euros. 25 millions sur le volet 1, 60 millions sur le volet 2. La réalité est tout autre. Sur le volet 1, ce sont 21 millions d'euros sur la période 2021-2024, c'est dans vos documents, contre 25 millions d'euros projetés. Et sur le volet 2, 51 millions d'euros dans la saison 1 des contrats signés avec l'ensemble des intercommunalités, dont seulement 40 millions ont été délibérés à ce jour. Alors, arithmétiquement, cela fait 61 millions d'euros sur la première partie du mandat attribuée aux communes sur les 85 millions d'euros théoriques. Une dynamique similaire au contrat de territoire passé, soit avec 28 millions d'euros par an, comme je viens de l'évoquer, aurait abouti, fin 2024, à 112 millions d'euros, 4 fois 28 millions d'euros. Il est donc factuellement faux d'affirmer que les subventions ont augmenté. Alors, est-ce un problème? Non, je ne cherche pas la polémique en faisant cette démonstration, car il est évident qu'il y a toujours un écart entre ce qui est projeté et ce qui est réalisé. En revanche, prétendre le contraire est malhonnête. Sur le deuxième axe de la contre-tribune, la simplicité. Je l'ai dit, nous l'admettons, c'est simple. Mais ne confondons pas simplicité et simplisme. Et puis, si c'était si simple, pourquoi n'obtenez-vous pas un taux de réalisation de 100% sur les volets 1 et les volets 2? La réalité s'impose à tous, y compris au pacte Finistère 2030, car la réalisation de projets publics en Finistère n'est pas et ne sera jamais une science exacte. Par exemple, depuis plusieurs années, les citoyens peuvent souscrire des crédits immobiliers en ligne. Certains considèrent que c'est simple. Mais y a-t-il pour autant plus de crédits immobiliers souscrits? Non. Y a-t-il un assouplissement des règles d'octroi de crédit? Non plus. La simplification d'un processus révolutionne-t-elle le secteur? Certainement pas. Sur le troisième axe, l'équité et la transparence. C'est partiellement vrai et donc partiellement faux. Le dispositif est équitable dans les enveloppes allouées via des coefficients de solidarité qui permettent au Finistère d'évoluer de manière harmonisée, et cela date d'il y a plusieurs années. Le dispositif est-il complètement transparent? Si tel est le cas, l'adoption d'une mission d'information et d'évaluation le confirmera, Monsieur le Président. D'ailleurs, vous m'avez écrit aussi, en octobre dernier, qu'entre les projets des maires et ce qui est instruit par le département, il y a, je vous cite, un moment où les discussions convergent, avant le recensement. Ce que nous dénonçons, c'est donc l'absence de transparence et de critères pour comprendre comment s'organise cette convergence. J'ai hésité, mais avec la présentation qui vient d'être faite, j'ai hésité à sortir ce document, mais je le sors, qui sont quelques échanges de SMS que j'ai eus avec des maires ces derniers jours. Je vous en fais lecture brève. Bonjour Kevin, tout d'abord, merci pour tes vœux, blablabla, je passe cette partie-là. Je voulais t'informer que j'ai été appelé par le cabinet de Maëlle Le Calan pour apporter mon soutien au pacte Finistère 2030. Même s'il y a un manque de clarté, pour ma commune, je suis satisfaite et surtout, j'ai bénéficié de subventions pour des projets et ça serait délicat d'ouvrir un front avec le président de département. Je voulais t'en informer tout en restant attentive à ce que l'opposition porte comme message pour le Finistère. Bien à toi, blabla. Premier SMS. Deuxième SMS. Salut Kevin, l'exécutif départemental fait le tour des maires pour obtenir le soutien du pacte. Je n'ai pas signé votre tribune, mais j'y adhère plutôt. Par contre, je compte sur des crédits au volet 1 2025. Et clairement, si je veux les avoir avant 2026, les municipales, j'ai mis les chances de mon côté, j'ai dit oui. Je n'y vois pas un soutien à Maëlle Le Calan pour autant, tu sais ce que j'en pense. À bientôt.
Troisième SMS. Bonjour Monsieur Faure, merci pour vos vœux et belle année à vous et vos collègues. Par transparence, je vous informe avoir répondu favorablement à une demande du cabinet du président de Calan pour apporter un soutien au pacte en réponse à la tribune de l'opposition. Au regard des crédits pour mes communes dans le volet 1 et 2 et pour éviter des tensions sur mes projets, j'ai donné mon accord pour faire partie des élus soutenant le pacte, etc. Alors, lors de la dernière séance plénière, je vous ai adressé une question très précise, Monsieur le Président, pour que vous nous communiquiez la liste des projets non retenus par le département et qui ont été transmis par les maires. Vous n'y avez pas répondu. Pourtant, une vraie démarche transparente vous invite à y répondre de manière exhaustive, auprès de tous les élus, les 277 maires, les 54 conseillers départementaux. L'adoption donc d'une mission d'information et d'évaluation permettrait également d'en obtenir communication. Et je terminerai en citant Albert Camus, Monsieur le Président. La politique, c'est aussi l'art de rendre compte avec clarté et honnêteté de ce que l'on fait. Alors, Monsieur le Président, soyons clairs et honnêtes, faisons cette mission d'information et d'évaluation. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Un mot sur le débat qui nous occupe et qui a occupé la période des fêtes. D'abord sur votre texte, Monsieur de Calan, Monsieur le Président, votre contre-tribune. Je crois qu'il y a une confusion dans votre esprit. Vous avez l'air de croire que nous sommes dans un congrès de LR. Je sais que la collecte de signatures, c'est un exercice que vous maîtrisez bien, mais enfin, ce n'est pas vraiment l'objet du débat qui nous occupe aujourd'hui et qui doit nous occuper. Mais enfin, je vous félicite néanmoins. Vous avez bien fait de travailler votre cabinet pendant les fêtes, vous avez bien battu le rappel. Vous aussi, vous avez bien travaillé pendant les vacances. Les téléphones ont bien chauffé et j'espère que tout cela... Gilles Mounier a évoqué son passé professionnel. J'espère que tout ça, à la fin, ne vous aura pas coûté trop cher. Parce qu'en vérité, tous vos efforts, ils ont simplement démontré une chose, c'est que c'est vous qui décidiez des subventions. Ça a été évoqué par Kevin Faure. En somme, vous avez réalisé un sondage, avec les billets d'un sondage. Nous, ce que nous demandons, c'est une étude précise. Et je comprends que vous ouvrez partiellement la porte à cette étude précise. Mais je crois qu'il faut aller un peu plus loin. Et une étude précise qui permette aux Finistériennes et aux Finistériens d'avoir une idée précise, là aussi, des actions du Conseil départemental. Et je crois que c'est bien le moins que nous puissions faire à l'égard de nos concitoyens. Donc la question qui a été soulevée par l'ensemble des groupes de gauche du département, elle me semble mériter un travail un tout petit peu plus sérieux que ce que vous nous proposez là, et surtout qu'un concours de collecte de signatures, concours qui, encore une fois, n'évacue rien au sujet de fond, surtout quand on lit le texte que les maires en question ont signé, puisqu'il ne répond pas à la question posée par l'opposition. Et c'est bien pour cela que nous maintenons notre proposition de mission d'information et d'évaluation, et on ne se satisfera pas, contrairement à ce que vous dites, d'un circulé, il n'y a rien à voir. Et je suis assez étonné de constater que cette demande de l'opposition, de MIE, elle fait elle aussi l'objet d'un fermement autoritaire de votre part. Comme si évoquer ce sujet, c'était une tentative de division ou de contestation de la part de l'opposition. Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le Président, je suis assez effaré de cette posture. C'est une posture qui est une manière de mépriser une fois de plus les élus départementaux que nous sommes. Pourquoi s'enfermer dans le refus? Pourquoi nier au groupe d'opposition, parce que j'ai compris que vous refuseriez cette mission, pourquoi nier au groupe d'opposition une simple mission d'évaluation qui est prévue par le Code général des collectivités territoriales? Ce n'est pas un objet qu'on a sorti de notre chapeau, ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé. Et c'est un objet qui permettrait à toutes et tous de mieux comprendre la manière dont les aides sont attribuées et de dissiper les malentendus, puisque vous semblez nous dire que c'est bien d'un malentendu dont on parle. Donc ce rejet, ce n'est pas juste une mise à l'écart d'une voix discordante, c'est une manière, encore une fois, de mépriser une opposition qui, même en nombre légèrement inférieur, n'en reste pas moins un acteur à part entière des politiques départementales, à même de soulever des questions légitimes. Et ce n'est pas un petit groupe isolé qui demande à travailler le sujet, mais c'est une partie importante de la représentation départementale qui est prête à participer à la discussion, à chercher des solutions. C'est un appel à la coopération que nous lançons finalement, ce n'est pas un appel à la polémique par tribune interposée, parce que sinon je pense qu'on pourra continuer longtemps comme ça. Donc Kevin Faure vous a fait une démonstration précise sur la vision que nous avions de la contractualisation et des aides aux communes. J'y reviendrai pas dans le détail. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a bel et bien des inquiétudes qui existent parmi les élus locaux concernant la répartition de ces aides. Et par ailleurs, Monsieur le Président, on ne s'adresse pas qu'aux maires et qu'aux élus dans cette Assemblée. On n'est pas au Sénat. On est une collectivité qui doit rendre compte de ses actions très largement et à l'ensemble du territoire, pas canton par canton ou EPCI par EPCI. Et par ailleurs, je dois dire que, alors je suis relativement récent dans le mandat, ça ne vous aura pas échappé,
Mais enfin, je crois que tous les cantons n'ont pas eu le plaisir de la visite du vice-président pour rendre compte du pacte Finistère 2030, et le mien notamment. Bah écoutez, pas tous. Enfin, pardon, vous n'êtes pas sur mon canton, me semble-t-il. Je crois que les interpellations entre collègues étaient proscrites, Monsieur le Président. Ça semblait, mais je constate... vous demande de cesser d'interpeller Tristan Fauveau qui a la parole. Mais je répondrai avec grand plaisir, et en tout cas, sur le mien, ça n'a pas été le cas. Sous les mandats précédents, je m'arrête une seconde sur la question de la transparence. Sous les mandats précédents, toutes les données au sujet de la contractualisation étaient sur le site internet du conseil départemental, accessibles à tout un chacun. Les bilans, les analyses de territoire, les contrats eux-mêmes, la prospective. Qu'est-ce qui reste de ce travail-là aujourd'hui pour permettre à une Finistérienne ou à un Finistérien d'avoir les informations sur son département? Rien. Rien. Donc une vraie étude comparative, contrairement à ce que vous proposez à l'heure actuelle, une vraie étude comparative, c'est de travailler à périmètre égal, en tenant compte de l'inflation, en tenant compte de ce qui figure et de ce qui figurait dans les contrats, en tenant compte des politiques spécifiques. Bref, c'est présenter tout l'appui en investissement du conseil départemental pour les projets menés par les communes et les EPCI. Bref, à mes yeux, le sujet reste plein et entier. Et je vais prendre un exemple, celui que je connais, mais enfin peut-être que les collègues le connaissent mieux que moi. Mais enfin, rien qu'à Brest et Brest Métropole, qui à mon sens incarne bien cette gestion confuse des aides aux communes, vous n'êtes pas sans savoir que certaines sommes nous avaient été promises et à l'heure actuelle ne sont pas déployées. Et on n'a aucune nouvelle. J'aurai le plaisir d'avoir des échanges là-dessus avec le vice-président. Ça entraîne des retards dans des projets, c'est des fonds qui auraient pu être investis pour améliorer des infrastructures, pour soutenir des projets locaux, pour faciliter le développement économique, et pourtant tout ça reste en suspens. Et franchement, pardonnez-moi, j'ai bien entendu le principe évoqué par le vice-président dans son propos, mais je vais vous en proposer un autre. Quand c'est flou, il y a un loup. Et c'est un peu un comble d'alimenter ce principe quand on est aussi sûr que vous, parce que vous l'écrivez dans votre texte, le dispositif est équitable et complètement transparent. Quand on est aussi sûr de soi, faites-en la démonstration. À l'opposition, ouvrez le moteur, exposez vos critères, fournissez vos données, étudions tout cela dans le cadre de la mission que nous vous proposons, et si les choses sont claires, si les critères sont évidents et sont partagés, pourquoi avoir peur de les exposer au grand jour? L'absence de transparence, le refus d'ouvrir le débat, tout ça ne fait que renforcer la suspicion. Et c'est précisément ce manque de clarté qui génère des interrogations et qui alimente l'idée que lorsqu'il y a une opacité, c'est qu'il y a forcément quelque chose à cacher. On n'est pas dans cette opposition des élus qui critiquent pour critiquer. Ce qu'on aurait souhaité avec cette mission d'information, mais je comprends que vous la refuserez, c'est de pouvoir apporter des réponses claires aux préoccupations qui ont été exprimées. On veut être des acteurs constructifs, on ne veut pas être des opposants systématiques, on demande que les critères d'attribution des aides soient rendus plus transparents et plus clairs. Ce n'est pas un caprice, c'est une exigence de bon sens et de justice. Et nous sommes à ce point constructif. Merci, Monsieur Fauveau. Je vais terminer, je vais conclure. Et nous sommes à ce point constructif, Monsieur le Président, que nous sommes tout à fait disposés, je saisis la balle au bon, à étendre le périmètre de la mission à la période précédente, au mandat entre 2015 et 2021. On sait que les temps sont difficiles, on sait que la crise budgétaire est une réalité, ça devrait être l'occasion de renforcer la transparence et de garantir une meilleure équité dans le soutien qu'on apporte aux collectivités. Ce qui m'étonne profondément, et je m'en arrêterai là, c'est cette espèce de volonté sectaire qui a l'air de guider votre décision. Pourquoi cette attitude de fermeture? Notre demande, ce n'est pas une attaque contre la majorité départementale, c'est un appel à plus de transparence et d'équité. Vous sous-entendez que vous avez mis fin à un prétendu clientélisme de la majorité précédente. Ça, c'est une attaque. Et ce paravent-là, Monsieur le Président, vous n'allez pas pouvoir vous cacher derrière pendant l'entièreté du mandat. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je note avec stupéfaction, c'est peut-être la première fois depuis le début du mandat, qu'il y a une scène de gêne qui est assez flagrante de votre part. Vous coupez la parole aux interventions qui sont en cours, vous réduisez les interventions, vous interdisez la mission d'information et l'évaluation. C'est comme s'il y avait une forme de gêne. Bon. Les 28 millions d'euros, moi je lis vos documents, effectivement, c'est marqué 26 dedans. Vous prendrez une délibération. Une délibération, pour moi, ça a plus de sens qu'un document, certes très joli, mais une délibération de l'Assemblée départementale de 2020 évoquait 28 millions d'euros par an en moyenne, réalisés. 2020, oui, 2020. 2020, 28 millions d'euros réalisés, pas programmés, réalisés. Et puis, je suis surpris aussi de voir dans la tribune, la contre-tribune, un certain nombre de maires qui n'étaient pas maires dans le mandat précédent, qui n'étaient pas non plus adjoints, venir nous dire que c'était différent par rapport à avant, qui n'étaient pas élus locaux. Donc, bon, sans doute qu'ils ont découvert un certain nombre de choses. Sur la manière, vous l'avouez, il n'y a pas de critères. OK, pas de critères. Je note qu'il n'y a pas de critères, mais vous faites confiance, c'est votre terme. On a parlé du RSA tout à l'heure, il y a des critères pour obtenir le RSA. Donc, vous ne faites pas confiance aux allocataires du RSA, si c'est ce qu'il faut qu'on comprenne.
on entendra. Vous parlez de commission d'enquête, on parle de mission d'information et d'évaluation. Commission d'enquête, c'est peut-être qu'un jour, vous serez parlementaire, vous avez essayé de l'être, les Finistériens vous ont refusé l'accès à l'Assemblée nationale. Peut-être que vous pourrez demander un jour une commission d'enquête, mais ici, le CGCT propose des missions d'information et d'évaluation. Sur la manière dont les subventions sont attribuées, on a simplement l'impression que c'est devenu une banque. C'est-à-dire que vous demandez, je faisais pas l'amalgame, mais la comparaison avec le crédit tout à l'heure, le fait qu'il n'y ait pas de critères, en fait, vous ouvrez juste un carnet de chèques et vous dites « tu veux combien ?» et on te donne. Vous l'assumez, mais c'est devenu une banque. Le conseil départemental est devenu la nouvelle banque des territoires en Finistère. Vous l'assumez, dont acte. Moi, j'ai souvenir quand même que la commune du Rollet-Quéruon, par exemple, votre vice-président en commission a évoqué que puisqu'il y avait un point de désaccord sur un sujet hors pacte, ça venait geler toute instruction de projet du pacte. Vous voyez bien qu'il y a quand même quelque chose, une philosophie derrière ça qui peut être dérangeante. J'ai aussi entendu, et c'est public, dans un débat au Conseil communautaire de Quimper-Bretagne-Occidentale en juillet dernier, interrogé sur le contrat de ville, un de vos vice-présidents évoquait, qui était peut-être ciblé par des interventions des élus majoritaires quimpérois, évoquait une riposte très menaçante à l'endroit des élus municipaux. Si vous ne voulez pas des enveloppes départementales, continuez ainsi. C'est une menace délibérée pour dire que le pacte est un outil politique qui, si vous êtes d'accord avec les orientations du département, alors vous avez droit. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'y avez pas droit. Et il ajoutait, je cite une fois de plus, « Le président de Calan souhaite une répartition équilibrée de l'enveloppe sur le territoire ». C'est élogieux à votre égard, Monsieur le Président. Et je continue la situation. Moi, quand j'entends ces attaques, je n'ai plus envie. Vos vice-présidents, Monsieur le Président, font des menaces délibérées dans des instances démocratiques pour dire que le pacte se fermera, la porte du pacte se fermera s'il y a des désaccords politiques avec les exécutifs. C'est ça la réalité. Vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est ça la réalité. Et enfin, j'en termine, sur des chiffres, parce qu'on peut donner des chiffres comme vous le voulez, Monsieur le Président, mais si on compare effectivement des contrats de territoire, j'en ai un exemplaire ici, accessoirement j'ai pris le pays de Douarnenez, et puis le pacte Finistère 2030, volet 1, volet 2 de Douarnenez Communauté. Sur la période 2022-2024 est prévu dans ce document, très joli, magnifique photo, 1,4 million d'euros, soit 480 000 euros par an. Dans le contrat de territoire 2015-2020, il était prévu 3,4 millions d'euros, soit 580 000 euros par an. Et puis, je peux le prendre également sur le pays Bigoudin Sud, 2022-2024, 3,6 millions d'euros, soit 1,2 million d'euros par an. 2015-2020, 8,6 millions d'euros, 1,4 million d'euros par an. Voilà la réalité des chiffres, Monsieur le Président. Et je pense vraiment, pour mettre tout le monde d'accord, je rejoins ce qu'a dit Aline Chevauché, il faut réussir à se mettre d'accord sur ces sujets-là. La meilleure manière de se mettre d'accord sur ces sujets-là, Monsieur le Président, c'est la mission d'information et d'évaluation que vous refusez.